Et voilà, dans un dîner, un samedi soir, typiquement, des gens que je n'avais pas vu depuis longtemps qui me demandent ce que je faisais maintenant. Donc je leur explique que je fais partie d'une équipe qui a créé une société dans le cloud. Ah oui, le cloud, oui, bon, ouais. Et une des personnes me dit oui, bah nous, chez nous, pas question d'aller dans le cloud, sous-entendu public, parce qu'on est une grosse société d'assurance, pas une société française d'ailleurs, on a un très grand groupe d'assurance. Et nous, pas de ça chez nous, en résumé. Et donc je pose la question classique, parce qu'on me disait souvent ça à l'époque. Est-ce que vous utilisez Salesforce comme CRM? Et la personne dit oui, c'est mondial, on utilise Salesforce. Je dis, ben voilà, toutes tes données clients, tes affaires, tes équipes commerciaux, enfin, quand même un certain nombre d'informations relativement intéressantes pour tes concurrents, sont quelque part en cloud, probablement pas en Europe, parce qu'à l'époque je pense qu'il n'y avait pas de data center en Europe, je crois qu'ils en ont maintenant en Angleterre, mais bon. Et donc, grand silence, et il me dit ah, mais non, mais nous, c'est pas possible, donc on doit utiliser la version privée d'Amazon, de Salesforce. Donc, je lui explique que ça n'existe pas, Salesforce. Et là, on n'installe pas Salesforce sur ses propres ordinateurs de son entreprise. Bref, il y a eu un échange animé qui s'en est suivi, et je lui ai dit écoute, on va quand même pas se battre un samedi soir. Donc, ce que je te propose, c'est que tu vas voir ton directeur informatique le matin, et tu lui demandes si on utilise chez nous la version privée ou publique. Si tu passes pour un imbécile, je n'ai pas utilisé ce mot-là d'ailleurs, mais si tu passes pour un imbécile, tu ne viendras pas me demander à moi, je t'aurais prévu. Il est passé pour un imbécile le lundi matin, mais ça prouve bien qu'il y a vraiment encore beaucoup de schémas de pensée qui sont ici. Alors, en 3 ans, les choses ont changé, mais il y a encore des discussions un petit peu comme ça sur la liste qui existe. Voilà. Bon, passé cette anecdote, qu'est-ce que l'on fait chez Cloudbiz? Alors, une société de geeks pour des geeks. Alors, donc, je vais rester assez vite sur la partie technique parce que je pense que c'est un petit peu difficile et je pense que d'ailleurs le principal problème chez Cloudbiz, c'est d'expliquer ce qu'on fait. Parce que les gens ne croient pas toujours, et même les développeurs, parce qu'on a un outil pour les développeurs applicatifs d'applications, quand ils ne vont pas l'utiliser, ils ont à peu près la même. Donc, de manière, je dirais, très générale, nous, on est un outil qui fonctionne au-dessus de cloud comme Google, comme Amazon ou Google par exemple, et qui permet à des entreprises de développer plus vite des applications dans un langage Java qui se trouve être un langage très utilisé depuis maintenant une quinzaine d'années ou plus dans le monde, qui reste encore un des langages majeurs du web. Il y a à peu près 9 millions de développeurs dans le monde qui utilisent ce langage. C'est vrai que c'est une application assez lourde, en général, assez complexe. Voilà. Donc nous, on est dans le marché d'entreprise, 15% du marché, donc on n'a rien compris apparemment, c'est là où on vient, c'est là où on a une. Alors, le défi, effectivement, c'est que ces environnements-là, aujourd'hui, dans le monde, je dirais, traditionnel, c'est très compliqué, c'est très lourd à gérer. Et donc, les plateformes de type Cloudbiz permettent de simplifier énormément toute cette partie technique, ce qui permet en fait aux développeurs de vraiment développer, de se consacrer à transformer des idées business en applications, et non pas à gérer, comme on disait, la boîte d'outils éducative, là, ça finit ça, donc on permet à ces gens-là de vraiment développer des applications, et non plus de gérer la technique qui est dessous. Alors, d'une manière schématique, et je vous promets que je vais aller très vite sur ce schéma, nous, en fait, si vous êtes dans le monde traditionnel, l'informatique interne, voilà ce qu'elle a géré. La raison pour laquelle elle peine beaucoup, et il faut être très gentil avec eux, parce qu'ils n'ont vraiment pas de chance, ils doivent gérer cette usine à gaz à gauche, qui est juste horrible et qui devient un peu plus compliqué chaque jour. Et il y a encore des vendeurs de solutions techniques qui expliquent à ces gens-là qu'ils peuvent faire la même chose qu'Amazon ou Google, ils ont juste à rajouter un peu de complexité là-dedans, et vous allez voir, ils vont être aussi bons. Donc on passe notre temps, et je dirais que j'étais chez des vendeurs avant qui le faisaient, donc là aussi je sais de quoi je parle, à essayer de convaincre les entreprises qu'elles peuvent faire aussi bien. C'est juste un peu plus compliqué, un peu plus cher que avant, mais vous allez voir, vous allez y arriver. Donc aujourd'hui, il y a une sorte de fuite en avant dans ce domaine, plutôt d'enlisement dans cette partie-là. Et puis il y a un certain nombre d'acteurs qui proposent de simplifier en faisant ce qu'on appelle une abstraction totale de certaines couches. Donc nous, on est au milieu et on fait l'abstraction des couches là, qui sont tournées en rouge, qui ne se voient pas, mais croyez-moi, pour les gens qui gèrent ce qu'on appelle du middleware, toutes ces couches logicielles qui sont au milieu, on leur simplifie énormément la vie. Donc voilà ce qu'on fait, voilà notre plateforme. Donc on propose au-dessus aujourd'hui d'Amazon, puisqu'on fonctionne effectivement sur Amazon aux USA et en Europe, une usine logicielle et également la capacité de faire tourner les applications. Et donc c'est cette combinaison des deux qui permet d'avoir ce qu'on appelle le déploiement continu et de
d'obtenir des rendements, des productivités, des gains de productivité pour les équipes de développement extrêmement forts. J'en parlais tout à l'heure. Donc voilà, la valeur ajoutée, c'est que nous, on permet de mettre en place des applications. Donc le time to market, c'est un point fondamental. Je dirais que le coût qui est le quatrième en bas, finalement, bon, effectivement, c'est moins cher, mais c'est pas finalement ce qui fait que les entreprises viennent chez nous, c'est parce qu'elles peuvent aller beaucoup plus vite. Et quand je dis beaucoup plus vite, j'ai plusieurs exemples, d'ailleurs je peux citer des exemples en France. Là aussi, un grand groupe d'assurance français, cette fois-ci, c'est pas celui qui croyait qu'il avait Salesforce chez lui, qui avait besoin d'aller vraiment très très vite dans la mise en œuvre de nouvelles solutions. Et ce sont des gens qui sont passés de l'idée de l'application, qui n'est même pas encore spécifiée, comme on dit dans une sorte de document de spécification, ils sont passés de l'idée à la mise en production en 3 mois et demi. Et je peux vous dire que pour un grand groupe informatique, une direction informatique d'une entreprise traditionnelle, c'est des science-fiction, c'est juste de la science-fiction. Et pour l'anecdote, ils ont reçu un devis de leur direction informatique interne au moment où ils passaient en production. Vous avez mis 3 mois à dire combien ça va coûter et comment on va faire. Donc en fait, voilà, alors ça se fait plutôt aujourd'hui sur les applications un peu nouvelles, parce qu'on ne peut pas évidemment basculer de l'informatique du jour au lendemain comme ça, mais c'est pour montrer le changement d'échelle dans la vitesse de mise en œuvre. Et non seulement on fait ça, mais en plus, c'est qu'on met des nouvelles versions de l'application en permanence. Donc la façon de travailler, même pour les développeurs, aujourd'hui, même pour nos fameux geeks auxquels on s'adresse, même pour eux c'est un changement, parce que la façon de travailler devient différente. On a eu des cas avec les grands opérateurs de mobile, par exemple, où en fait ils ont mis au point le concept d'application jetable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça ne coûte plus rien, ça va très vite de construire une nouvelle application, et qu'on a des millions de gens qui ont des mobiles dans le monde à qui on peut mettre à disposition cette application, finalement, on a une idée, au lieu de faire une étude de marché, de dire est-ce que c'est une application qui va être utile, qui va servir, on la développe, on fait une version 1 rapide, on la met à disposition, et on voit si ça marche ou pas. Et puis si ça marche, tant mieux, si ça ne marche pas, on a perdu 2-3 semaines, de 2 ou 3 développeurs, c'est pas la fin du monde, et on en fait d'autres, et on avance, et on apprend, etc. Donc c'est vraiment une façon de travailler complètement différente. Bon, j'accélère. Alors, pourquoi le cloud? Est-ce que c'est une révolution? Comme l'a dit très bien lui tout à l'heure, une révolution, c'est quand tout change. D'ailleurs, je fais référence souvent à une superbe conférence de Michel Serres qui a été faite à l'UNIVA il y a 2 ou 3 ans. Il explique la révolution dans laquelle lui pense que l'on est et qui dépasse bien entendu le cadre du cloud. Mais c'est une vraie révolution, c'est quand tout change. Il dit qu'il y en a eu 3 dans l'histoire de l'humanité, on est en train de commencer la 3e. Et cloud s'inscrit, je dirais, dans cette révolution plus vaste. Mais dans le monde de l'informatique, c'est effectivement une vraie révolution, on pense, parce que tout change. Même si souvent, une révolution en informatique, on utilise tout le champ, mais là, c'est une vraie révolution. Ce que je pense, moi, et peut-être pour moi, on n'a pas assez insisté là-dessus aujourd'hui, c'est le mot service. Vous voyez, infrastructure de service, software de service, plateforme de service. La vraie révolution en informatique aujourd'hui, c'est qu'on passe à un mode de service. Alors que l'informatique, depuis 30 ans, est dans une logique de produit. J'ai des produits, je les vends, je les distribue, je les donne à des gens, je les installe, ça ne marche pas, on appelle, il y a un problème, etc. Quand on passe en mode de service, c'est aussi pour ça que tout change. C'est parce que c'est un vrai changement de modèle. À tout le monde, on passe du produit au service. Donc nous, notre pari, effectivement, comme le disait Mathieu, c'est quelque chose qu'on disait il y a 3 ans, qui est encore un petit peu encore une affirmation que certains ont testé. Plus personne n'est connu dans le contexte. Je dirais que la seule question où on peut avoir raison de tort, c'est à quelle vitesse ça va se faire. Est-ce que ce sera en 2018, en 2015, en 2025, je ne sais pas. Il y a un changement majeur pour les entreprises, et pour les particuliers, donc ça va se faire du jour au lendemain. Mais c'est vrai que de toute façon, la transition est là. Nous, ce que l'on pense, en fait, c'est que l'infrastructure, donc notamment les grands fournisseurs d'infrastructures comme Google ou Amazon, ne va plus être visible, en tout cas elle va l'être de moins en moins. Elle ne l'est pas pour les utilisateurs aujourd'hui. Quand vous utilisez Facebook ou d'autres applications qui tournent quelque part dans le cloud, l'infrastructure vous en fichez complètement. De la même manière que l'électricité, vous ne savez pas de quelle centrale prend l'électricité. C'est ce principe d'infrastructure qui est transparent, qui reste essentiel mais qui est transparent. Et nous on pense qu'aujourd'hui, les gens, particuliers entre eux, vont accéder à cette infrastructure, soit à travers les SaaS, comme dit, comme le process qui est la ligne de la plateforme du SaaS, et où des gens qui vont développer
ça, on pense que c'est quelque chose qui va se faire et qui va effectivement se concentrer beaucoup. Bon, je pense qu'aujourd'hui, il y a quelques très très grands acteurs dont deux sont présentés ici, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Il y a des centaines d'hébergeurs qui vont soit disparaître, soit se concentrer, mais il va y avoir une concentration qui va être et qui va occuper sûrement les journaux informatiques politiquement et dominants, parce qu'on a quand même encore des centaines de milliers d'acteurs. Je pense qu'il va plus en rester beaucoup dans 10 ans. Alors, dernier point pour illustrer un peu ce monde qui change. Bon, en fait, nous on a un peu un atout, au sens où on n'est pas une start-up française, donc on est allé se créer aux États-Unis. Alors pourquoi on a se créé aux États-Unis? Parce qu'on avait une chance